Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je me présente, je m'appelle Léa Gaston, je suis étudiante en licence professionnelle alimentation en conseil nutrition santé. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'animer cette table ronde avec nos invités Jean-Paul Legac et Jean-Pierre Plouhinec à l'occasion de la 9e édition du Cook. Donc pour commencer, je vais vous présenter donc l'association mycologique. Alors, le thème donc, de la forêt à l'assiette. Donc, pour commencer, je vais vous présenter l'association mycologique des Côtes d'Armor. Créée en 2002, la Société mycologique des Côtes d'Armor rassemble tous les passionnés des champignons et de nature. Ses objectifs sont de mieux connaître les champignons, les identifier, protéger les champignons ainsi que leur milieu naturel dans lequel ils vivent et de réaliser chaque année des inventaires des champignons dans les Côtes d'Armor. Donc tout cela à travers des sorties sur le terrain, des études des espèces récoltées, des échanges entre membres. L'association contribue à enrichir les connaissances sur les champignons des Côtes d'Armor et à sensibiliser leur public et leur rôle essentiel dans la nature. Donc pour commencer, je vais poser quelques questions à Jean-Paul et Jean-Pierre. Donc messieurs, quelles sont les différentes espèces de champignons et comment peut-on les différencier ? On va d'abord parler des champignons à lame. C'est anatomique. Le micro. Il faut mettre le micro. Il faut que tu le poses sur ton menton. Ça démarre mal. Pose-le sur le menton ? Non, c'est bon, il marche. Non, mais tu poses le micro sur le menton, Jean-Paul. Ah, d'accord. Waouh. J'avais jamais vu ça encore. Alors, nous allons commencer par les différentes espèces des champignons. Et ils se différencient par l'anatomie du champignon. Il faut bien regarder l'anatomie du champignon. Et on commence ici par les champignons à lame. Vous remarquerez que ces champignons ont un pied, parfois un anneau et parfois une volve, c'est-à-dire au pied du champignon, un espèce de bac là, qu'on voit bien à la base au pied du champignon. Et donc à droite, c'est une amanite phalloïde, c'est pour ça qu'on l'a choisie, parce qu'elle a une volve, comme en gros toutes les amanites, une volve et un anneau. Mais en dessous, vous remarquerez que c'est un autre champignon qui a en rosé des prés, en fait, qui n'a rien à la base du pied et qui a un anneau aussi. Alors il y en a, ils n'ont rien, ni anneau, ni volve. On appelle ça une volve. Jean-Paul. Donc les champignons, au début, il y a des champignons qui n'ont pas de plis ou de lames, quoi. Donc c'est par exemple les trompettes des morts. Après, il y a une évolution un peu plus importante, c'est les girolles ou les chanterelles qui ont un peu plus de lames, qui ont des plis. Je vous coupe juste, Jean-Pierre. On va en parler après. Ah, après. Donc là, on était sur les champignons à lame. Donc vous avez. J'ai pas fini. Au niveau des lames, vous pouvez voir à gauche, en haut à gauche, la coulmelle. La coulmelle, c'est un champignon commun. Mais regardez bien l'insertion des lames sur le pied. Les lames ne sont pas attachées au pied. C'est un critère. Il y a des lames, c'est des lames libres, on appelle ça comme ça. Il y a des lames attachées au pied, on les appelle adnées. Et il y a des lames qui descendent sur les pieds qu'on appelle lames décurrentes. En bas à gauche, c'est l'amanite phalloïde que tout le monde connaît, tumouche, pardon, qui a un anneau et qui a une volve donc à la base du pied. Donc ensuite, on parle des champignons à plis. Alors les champignons à plis, là il y a une girolle en haut à gauche, une trompette des morts en bas à gauche et des chanterelles
d'automne et d'hiver. Et remarquez bien, ce ne sont pas des lames comme les champignons précédents. En fait, ce sont des plis. Et ces plis sont comme en fait des lames, des tôles ondulées par rapport aux champignons à lames qui en fait ont des lames qui ressemblent à des lames de rasoir. Et ici, on ne peut pas décoller les plis du pied. C'est-à-dire que les lames, on peut les décoller du pied. En bas, c'est trompette de la mort. D'ailleurs, pourquoi on les appelle les trompettes de la mort, messieurs? Parce que c'est les champignons qui ressemblent à une trompette et qui poussent normalement vers la Toussaint. Et qui sont comestibles. Tous les trois là sont comestibles, oui. Donc, je sais qu'il existe aussi des champignons qu'on appelle à aiguillons. Pouvez-vous nous en dire plus? Alors voilà un champignon à aiguillon. Vous regardez sous le chapeau. Ce sont des petites, comme des petites aiguilles, comme des petits pics qu'on peut d'ailleurs décoller du chapeau et du chapeau avec un couteau, en grattant simplement. Ils sont comestibles. Il y en a qui mangent les pics aussi, mais c'est pas esthétique dans l'assiette. Donc ensuite, on va parler des champignons à tubes. Voilà, alors on a vu lame, aiguillon, et maintenant ici, ça c'est bien connu comme champignon, les deux, celui du bas à gauche et la coupe à droite, ce sont en fait, ce sont des cèpes, mais ça fait partie des bolets. En fait, un cèpe, il y en a 4 sortes. Ce sont des champignons bolets qui restent blancs à la coupe et à la cuisson par rapport aux autres, qui noircissent, rougissent ou changent un peu de couleur. En haut, à gauche, c'est un champignon qui est sur un arbre, qui est un parasite de l'arbre. C'est le polypore du bouleau, qui est aussi à tube. Donc d'ailleurs, pourquoi on parle de tube, messieurs? Parce que on le voit bien sur le champignon en bas à gauche, le cèpe. Ce sont des tubes, d'où sortent les spores pour la reproduction. Ce sont des tubes. Voilà. Donc il faut une loupe, hein, vraiment pour voir ça plus clairement. D'ailleurs, à la loupe, on peut regarder les tubes fonction de l'espèce du champignon. Et ils n'ont pas la même forme, toujours. Les tubes sont plus serrés, moins serrés, ou ils sont pas ronds. Et voilà. Et ensuite, on va parler donc des autres formes de champignons. Alors, au-delà des 4 types de champignons qu'on a décrits, et il y a des champignons qui ont des formes complètement différentes, qui n'ont rien à voir avec les groupes qu'on a vus. Là, on voit en haut à gauche les morilles. À droite, c'est un Sparasis crépus, dont parlait tout à l'heure Vivien, qui pousse exclusivement sur des souches de pin. Bon, en bas, à gauche, c'est une truffe. Et à droite, on l'a mis dans le diaporama parce que c'est un champignon qui n'est ni à tube, ni à pic, ni à pli, qui n'a rien de tout ça et qui peut être confondu, qui s'appelle la Léocie lubrique, et qui peut être confondu avec les chanterelles que la plupart des gens ramassent en début d'hiver, disons. Donc du coup, Jean-Paul et Jean-Pierre, le type de terrain est un facteur très important dans la pousse de certains champignons. Pouvez-vous nous en dire plus? Oui. Alors là, c'est bien fait et c'est mal fait. Il y a en vert, ce sont les zones à sol acide où poussent certains champignons, pas d'autres. Et à droite, dans l'est et le sud-est de la France, les sols calcaires.
où il y a des champignons qui poussent, mais qu'on ne trouvera pas en Bretagne, en gros des truffes, des morilles. C'est exclusivement sur sol calcaire. Avec, par rapport à la carte, des exceptions. Il y a une zone calcaire dans l'ouest et le sud-ouest, autour du bassin d'Arcachon. Et il y a des sols acides dans les Vosges et dans dans les Vosges. Et massif. En fait, si c'est acide, c'est dû à ce qu'auparavant, et il y avait des volcans. Massif central, voilà. Massif central, Vosges. Et région d'Arcachon. Jean-Pierre, il me semble que vous ramassez aussi des champignons qui poussent dans un certain sol. Alors, on peut trouver sur le sol calcaire, Oui, au bord dans l'ouest. sur les dunes, c'est la pleurote du panicaut, donc qui pousse sur des chardons, mais l'année d'après. C'est-à-dire que le chardon, il meurt cette année, et c'est l'année suivante, sur la racine qui est pourrie, que donc c'est au bord de plage, hein, sur les dunes. Hein. Mais en Côte d'Armor, on en trouve très peu. Hein. C'est plus dans le sud de Bretagne. Et donc, il pousse sur la racine du panicaut, quoi, du chardon qu'on trouve sur les dunes. Mais je voudrais préciser, donc le champignon, on l'appelle champignon, c'est le carpophore. Hein, c'est l'ensemble qui est le fruit du mycélium. C'est comme une pomme, une poire, voilà. Et la cellule reproductrice du carpophore, c'est l'hyménophore. Et cet hyménophore, donc, on le différencie, soit qu'il a des plis, soit... Donc, la première, c'est quand il est lisse, c'est le moins reproductif. Après, bon, il y a des plis, c'est un peu plus reproductif, donc il y a des pores qui tombent. Ensuite, il y a des lames, c'est encore plus reproductif. Il y en a d'autres, c'est par exemple, la morille, parce qu'ils sont, normalement, c'est sous le chapeau. Et par exemple, la morille, c'est au-dessus. Donc, c'est sur tout le chapeau. Et d'autres champignons, par exemple, les sclérodermes, c'est juste un trou au-dessus du chapeau. Voilà, il y a différentes façons de reproduction des champignons. Voilà, je voulais préciser quoi, sur les lames, les plis, tout ce qui est le carpophore et l'hyménophore, la cellule reproductrice des champignons. Merci pour cet éclairage. Nous avons parlé des espèces, mais toutes ne poussent pas aux mêmes endroits, ni aux mêmes conditions. Qu'en est-il de l'environnement, messieurs ? L'environnement du champignon. T'as préparé quelque chose, Jean-Paul ? Voilà. Alors, dans l'environnement, on s'est intéressé à la météo. Tout le monde s'intéresse à la météo quand ils vont aux champignons. Alors, il y a des conditions météo qui sont favorables. Et il y a des conditions météo qui sont défavorables. On va commencer par les conditions favorables. Alors, en général, ce sont les vents d'ouest les plus favorables. Je vois rien. Il faut qu'il y ait de l'eau, quoi. Il faut qu'il y ait de la pluie pour qu'il pousse, parce qu'il y a beaucoup d'eau dans un champignon. Si c'est trop sec. Bon, les vents d'ouest, parce que souvent ce sont des vents... Mets le micro, Jean-Paul. Ah oui. Il faut donc des vents d'ouest, une pluie faible, une humidité élevée du sol et une température entre 10 et 25 degrés, avec, comme disait Vivien tout à l'heure, des petits chocs thermiques entre le jour et la nuit. Il faut de la luminosité, de l'ombre ou de la lumière indirecte. C'est l'idéal, par exemple, sous les arbres. Il faut un substrat, parce qu'il y a des champignons qui se nourrissent de substrats, riches en matière organique. Ça dépend du type de champignon. Et il faut une bonne aération sans qu'il y ait de courant d'air trop sec qui va assécher le sol.
Ça, c'est les conditions favorables. Et là, du coup, on va parler donc des conditions défavorables. Alors, les conditions défavorables à la pousse, les vents qui dessèchent, assèchent le terrain, les vents de nord et d'est, ça c'est défavorable. Les pluies fortes et abondantes, ça rince tout. La sécheresse, à l'inverse, et le manque d'humidité, c'est pas favorable puisque c'est trop sec. Et l'ensoleillement direct et prolongé, certaines prairies par exemple, c'est défavorable. Il faut une température extérieure pour les cèpes par exemple, de 12-18 degrés. Quoi. Oh, j'arrive pas à dire. Pour les cèpes, il faut une température autour de 18, quoi. En dessous de 12 degrés, je parle des bolets, hein, parce que les gens sont souvent mycophages. Et il faut éviter un substrat il y a d'autres. Contaminé ou pauvre, où il n'y a pas de matière organique ou traité par des produits chimiques. Et justement, pardon, excusez-moi, Jean-Paul. Excusez-moi. L'air stagnant ou trop confiné, qui favorise les moisissures nuisibles et les maladies des champignons. Donc je vais rebondir, Jean-Pierre, sur ce que vous avez dit avec les températures. On va parler justement des saisons. Donc là, on a un tableau où on voit les 4 saisons. Tu le fais? Oui, par exemple. Tu arrives à lire? Oui, j'arrive, c'est bon. Ah là, tu oublié mes lunettes. Donc au printemps, il y a très peu. Bon, il y a quoi il y a les morilles, oui, mais ça c'est dans l'Est. Tricolome de printemps, ouais, les pésises, oui. L'été, bon, on trouve les cèpes d'été, quoi. L'été, c'est les cèpes d'été. Tricolome de printemps, tricolome de la Saint-Georges. Ouais, c'est sûr, je cherchais, je ne trouvais plus le mot oui. Saint-Georges, tricolome de Saint-Georges. Qu'on trouve dans les... 23 avril, bientôt. Dans les aubépines, on le trouve souvent. Au pied des aubépines, on le trouve, le tricolome de la Saint-Georges. Donc en été, il y a les cèpes d'été, quoi, hein, le cèpe qui est plus blanc. Il n'a pas de liseré. On le différencie du cèpe de Bordeaux. Le cèpe de Bordeaux, il a un liseré blanc autour du chapeau, la marge, on appelle ça la marge du chapeau. Donc et quand on enlève la cuticule donc c'est la peau qui recouvre le chapeau. Quand on retire cette cuticule, pour le Bordeaux, pour se rappeler, ça reste un peu rosé. Par contre, le cèpe d'été, ça reste blanc. Il n'y a pas de... Voilà, on peut dire... Pour vous aider à différencier le cèpe d'été du Bordeaux. Voilà. Ensuite, des girolles. Ouais, les girolles, elles mettent du temps. Hein. Les girolles, elles poussent pas très vite. Elles mettent... quand vous trouvez des girolles, quand elles sont petites, si personne n'a fait le coin, elles mettent 3 semaines à peu près à venir des belles girolles. Quoi, hein. Donc, voilà. Et puis, des bolets, donc on a dit. Ensuite, il y a l'automne. Bon, là, c'est la grande saison des champignons, quoi. Hein. Donc, on trouve de tout, du cèpe, des chanterelles, les amanites, donc des agarics. Bon, après, il faut faire attention. Quand vous avez un doute, vous laissez de côté. Hein. Ça, je vous conseille. Il ne faut pas s'affoler. Et même quand vous ramassez par exemple, des chanterelles, vous prenez une par une, même après, parce qu'on peut les dessécher à la maison, les conserver. Vous les repassez, vous les triez une par une. Hein, parce que des fois, en se pressant, on veut tout prendre et puis on prend un. Parce qu'il y a des mauvais parmi, hein, donc il faut faire attention. Je vous conseille de prendre un par un et puis voilà. Il faut faire très attention. Après, donc les trompettes des morts, ça c'est en novembre. Qu'est-ce qu'on trouve encore Après, les derniers, c'est les pieds bleus qu'on trouve en décembre. C'est des champignons qui sont bleus, qu'il ne faut pas confondre avec le cortinaire violet, mais le cortinaire violet, il est plus en début d'automne. Tandis que le pied bleu, c'est décembre. Quand il va commencer à faire froid, là, les premiers froids, vous le trouvez voilà, qui est excellent, hein, qui est très bon. Hein. Vous ne risquez pas trop de vous tromper, hein, je ne pense pas. Et après, l'hiver, moi, non, et puis le mouton, je ne sais pas, l'hiver... il est bleu aussi, les chanterelles. Mais pas il n'y a plus grand-chose en hiver. Il n'y a plus grand-chose. Hein. Les gelées. Un champignon qui est gelé, il n'est pas comestible. C'est l'automne surtout, l'été. Bon, et puis voilà. Après, un peu au printemps. Après, il faut les connaître, quoi. Il faut savoir les différencier.
Donc je vais rebondir sur ce que vous aviez dit, Jean-Pierre et Jean-Paul. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Ah non. Donc, Il faut maintenant- écarter de suite. En cas Voilà. de doute, c'est écarte. poubelle. Donc justement, on va aborder un autre sujet. Donc maintenant que nous avons compris où, comment, pourquoi poussent les champignons, il est important d'aborder la question des champignons comestibles et non comestibles. Non, les Ah arbres non. d'abord. Hop, C'est pardon. important. Donc on- Symbiose. Ah oui, Ouais, alors c'est ça. Mycorrhizien. effectivement, on a effectivement pas fini sur l'environnement du champignon, donc les arbres et les arbustes Ouais. qui vivent en symbiose avec les champignons, ou les champignons vivent en symbiose avec les arbres. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu pourquoi, quel échange Les arbres et les champignons, en fait, font un échange direct par relation entre le mycélium et les racines des arbres. Ils échangent du sucre donné par l'arbre, des électrolytes, des oligo-éléments, et les arbres nourrissent le sol par l'oxygène qui profite aux champignons. Il n'a pas de En chlorophylle. contrepartie, ouais, Il n'a pas de chlorophylle, donc non, l'arbre il donne. n'y a, voilà. pas de photosynthèse. Ouais, voilà. Les champignons fournissent à l'arbre de l'eau. Ben, un champignon, il y a 80% d'eau. Hein. Mais voilà ce qu'ils rendent. Alors, il y a deux types de champignons. Il y a des champignons qui sont inféodés et des champignons qui sont féodés. Les champignons inféodés dépendent d'un seul arbre, d'un seul genre d'arbre. C'est-à-dire qu'ils vont pousser qu'au pied d'un peuplier, qu'au pied de tel arbuste. Et il y a les féodés qui qui peuvent pousser avec tous les arbres, en gros. Mais il y a des arbres préférentiels. Le cèpe de Bordeaux, par exemple, c'est le chêne, l'hêtre, le châtaignier. Ils sont non inféodés, les cèpes de Bordeaux, tous les cèpes. Le bolet orangé, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est comme un cèpe, mais c'est orangé. Le chapeau est orangé. Lui, il est non inféodé aussi, mais il pousse surtout sous les bouleaux. On va parler du lactaire délicieux, qui lui est un inféodé. Il pousse que sous des pins, pas poussé ailleurs. Les girolles, sont non inféodées, elles poussent sous les chênes principalement et les hêtres. Et il y a la truffe noire qui pousse sous les chênes truffiers, sous les noisetiers truffiers. En gros, sans l'arbre hôte, le champignon, pas tous, ne peut pas se développer. En effet, il y a des champignons que l'on appelle mycorrhiziens qui vivent en symbiose avec les arbres, mycélium et racines. Les saprophytes qui se nourrissent de feuilles mortes et de bois décomposés. C'est par exemple le cas de la garrigue champêtre, du rosé des prés. Et il y a des champignons parasites qui en général poussent sur l'arbre, qui prennent des arbres, des électrolytes, du sucre, des oligo-éléments, mais ne donnent rien. Et souvent d'ailleurs font mourir l'arbre en question. Donc maintenant que nous avons du coup compris, comme je vous ai dit, où, comment et pourquoi poussent les champignons, il est important donc d'aborder les champignons comestibles et les champignons non comestibles, donc à travers du coup des tableaux qu'on a trouvés sur l'ANSES, donc l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Donc là, Jean-Paul, Jean-Pierre. Là, on a le tableau pour la saison de 2024, mais il y a plusieurs années où on peut voir les chiffres. Alors, le nombre de gravités fortes d'intoxication par les champignons va de 11 à 41.
Ça paraît peu, hein. Et le nombre de décès, entre 0 par an, hein, et 5. Mais on va voir tout à l'heure que dans les cas à gravité forte, ça va jusqu'à la greffe du foie, la greffe de rein, hein, ou la dialyse. C'est pas rien. Donc justement, en parlant de ça, là on a retrouvé un autre tableau, la répartition des classes des symptômes des cas d'intoxication par des champignons, donc du 1er juillet au 31 décembre 2024. Donc là, Jean-Paul ou Jean-Pierre. Alors bien sûr, presque toute intoxication aux champignons donne des troubles digestifs, hein. Mais là, ils n'ont pas séparé dans le tableau là, les troubles, les problèmes hépatiques. C'est les plus graves avec les problèmes rénaux. Bon, en nombre, ça fait pas beaucoup, hein. Les problèmes hépatiques là sont inclus dans les troubles digestifs. 2% en hépatique, mais grave. Rénaux, grave aussi. Et autrement, on peut avoir de tout, hein, jusqu'aux problèmes neurologiques, des problèmes généraux, neurologiques, ça peut aller jusqu'à une intoxication qui donne des symptômes apparentés à la maladie de Charcot. Alors, je ne sais pas si vous voyez, c'est quand même, c'est pas rien du tout, c'est les gyromitres. Et troubles psychiques, alors là-dedans, on inclut les champignons hallucinogènes que sont le psilocybe et la maladie de Tumouche. Alors, en troubles psychiques, il n'y a pas que les hallucinations, hein, ça peut aller loin jusqu'au coma et avec un décès. Bon, et les troubles respiratoires et éventuels fonction de la toxine du champignon. Donc là, on a un tableau qui est un peu plus alors là, délicat. c'est un peu... c'est un peu plus délicat. C'est un peu plus compliqué. Alors, d'abord, avant d'attaquer les types de syndromes, parce que c'est comme ça qu'on les appelle, ils ont tous un nom particulier. Il faut savoir qu'un syndrome, c'est un ensemble de symptômes. Quand on dit un syndrome grippal, c'est des maux de tête, de la fièvre, des courbatures. Bon, là, c'est pareil. Il y a des atteintes qui sont vraiment groupées pour former un syndrome. Alors, dès l'instant où on a mangé le champignon, il peut y avoir deux solutions où les premiers symptômes apparaissent après plus de 6 heures d'incubation, c'est-à-dire de latence entre la prise du champignon et les premiers symptômes, qui sont en général digestifs. Et il y a des intoxications avec des incubations de moins de 6 heures. A priori, on dit que c'est les moins graves. C'est-à-dire que la diarrhée, en général, ça commence par là, apparaît dans les 2-3 heures après la consommation. Mais en fait, la médecine, c'est pas une science exacte, hein. Donc, tout est possible. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tout symptôme, quel qu'il soit, hein, peut être en rapport avec une intoxication, et qu'il n'y a pas de traitement spécifique. C'est-à-dire que pour les toxines, hein, en l'occurrence, il n'y a pas d'antitoxine. Alors les intoxications, je vais juste vous les énumérer. Les phalloïdiennes, c'est les plus graves. Ça peut aller jusqu'à une incubation de 6 à 24 heures. Après, c'est important quand même, pendant 2-3 jours, rien du tout. On croit ça y est, c'est fini, j'ai eu la chasse. Eh bien, c'est les plus graves, hein. 70% des décès. Après, auréalienne, gynométrienne, pantérinienne, sudorienne. Bon, là, je m'étale pas. Donc, Jean-Paul ou Jean-Pierre, que faut-il faire si l'on a un doute ou si on ressent des symptômes inhabituels après avoir mangé des champignons? Donc là, là, je peux pas. Après, on n'est pas obligé de tout lire, mais en fait, ce que vous pouvez voir, c'est que
Ah, C'était pas de ma gueule. c'est un sketch, notre Jean-Paul. C'est un sketch. Jean-Pierre aussi. Donc là, je vais prendre la main. Si tu veux, Jean-Paul. Non, je le laisse. C'est lui qui Non, mais spécialiste. je vais prendre la main si vous voulez bien. En cas d'intoxication donc par les champignons, on voit donc il y a le centre antipoison d'Angers. Donc il y a les numéros qui sont mis sur l'affiche. Donc sans hésiter, en ayant anticipé les questions, il ne faut pas hésiter à appeler. Bien préparer les questions, donc les espèces de champignons, description du spécimen, délai d'apparition des symptômes, quantité ingérée, il faut garder des photos, des restes. Voilà, ça c'est en cas d'intoxication ou de doute. Donc là, on a mis 2 champignons au milieu, donc l'amanite phalloïde et la lépiote brun incarnat. Ce sont 2 champignons qui sont mortels, souvent confondus avec la coulmelle, messieurs. Hein, vous pouvez me confirmer que la lépiote brun incarnat, elle fait des dégâts quand même chaque année, et qu'on peut voir qu'il y a... Alors, il est important quand même, en cas de suspicion d'intoxication, de ne pas faire vomir le patient, parce que il risque de faire une fausse route. Il ne faut, alors qu'on pense toujours, on fait vomir. Et bon. Il ne faut pas faire boire, notamment du lait, comme le reste, que donnaient nos grands-mères dans les intoxications, parce que l'absorption des toxines, notamment, elle est gastrique. Et le fait de faire boire augmente l'absorption par l'estomac des toxines. Et bon, mettre le patient en position médicale de sécurité. C'est d'ailleurs sur le côté, avec la tête un peu en bas. Donc Jean-Paul, Jean-Pierre, je vais devoir commencer à aller sur la fin, parce qu'on arrive à nos 30 minutes. Donc pour vous tous, on a créé donc une affiche avec quelques conseils pour la cueillette, avec des rappels importants. Donc Jean-Paul, Jean-Pierre, vous m'avez dit justement que quand il y a doute, il n'y a pas de doute. Donc il faut connaître à 100%. Ne pas utiliser les applications Internet parce que c'est vraiment pas fiable. Garder toujours des restes, faire des photos, prévoir les questions, ne pas consommer cru, ne pas donner aux enfants de moins de 12 ans. D'ailleurs, hein, vous m'aviez dit parce qu'ils ne développent pas les enzymes digestives. Et on l'a vu en fait dans la fiche avant qu'il y a quand même 12% des cas d'intoxication qui sont pour les enfants. Parce qu'en fait, les enfants souvent mangent sans le savoir. Dans le jardin, ils mangent des champignons crus, comme les animaux domestiques, en fait. Hein. Il y en a plein, des intoxications. Et donc, du coup, je vais passer à la conclusion. Donc, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Donc, s'abstenir. La cueillette et la consommation de champignons n'est pas anodine, mais néanmoins ludique et culinaire. Ne pas surestimer ses connaissances. Donc, toujours connaître à 100%, bien respecter les règles de cueillette, de conservation, de préparation. Et en cas de doute, appeler le centre anti-poison de Angers. Et pour finir, Jean-Paul, sur ce... Bon appétit, en toute sécurité. Voilà, oui. Merci. Merci de votre écoute et merci à la Société mycologique des Côtes d'Armor.